Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous allez écouter dans un instant une rencontre avec le journaliste, écrivain et modérateur de rencontres littéraires Brice Torrecillas à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, samedi 6 juin 2026, à l'occasion de la parution de son ouvrage intitulé justement Le modérateur aux éditions Arcane 17. Dans ce livre, il revient sur les rencontres qu'il a animées dans les librairies, les bibliothèques, les médiathèques, les salons littéraires. Entre portraits de lecteurs et d'auteurs et coulisses de festivals, Brice Torrecillas interroge la place de la littérature dans la société contemporaine. Il était face à sa modératrice Hélène Cardona. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présentes et présents cet après-midi pour une rencontre un peu particulière que nous sommes très heureux d'organiser à la librairie avec notre invité Brice Torrecillas, qui est auteur de ce livre, Le modérateur, mais que les clients et les familiers des rencontres de la librairie connaissent bien, puisqu'il est souvent de l'autre côté, si j'ose dire, du micro, en tant que justement modérateur des rencontres, et c'est autour de cette activité qui est la sienne très régulièrement, la librairie, mais ailleurs aussi dans des salons, dans des bibliothèques, etc. C'est de cette activité dont il a tiré ce livre, ce roman. Voilà, donc je le remercie beaucoup d'être là aujourd'hui. Et puis la rencontre sera animée, modérée par... mais voilà, on en parlera. Vous allez en parler. Par Hélène Cardona, qui a travaillé très longtemps à la librairie, notamment pour l'organisation des rencontres. Donc merci beaucoup à vous deux. On est très touchés de vous voir tous les deux sur ce plateau et bonne rencontre. Merci beaucoup. Benjamin. Oui, je voulais juste, quand même, avant de commencer, mon cher Brice, vous dire à quel point c'est assez vertigineux, en fait, pour moi, dont le métier était pendant des années dans cette librairie d'organiser les rencontres avec les auteurs, ce dont parle d'ailleurs Brice, et me voici donc modératrice d'un auteur dont le métier est aussi modérateur et qui a écrit un livre qui se nomme Le modérateur. Donc, quand j'ai accepté cette rencontre, j'avoue avoir eu d'abord un grand sourire, très heureuse de t'accompagner, Brice, sur ce livre d'ailleurs merveilleux et très touchant, mais aussi j'étais prise de vertige et d'un trac incroyable parce que me voici modératrice d'un modérateur dont c'est le métier. Et j'ai peur qu'à chaque question, évidemment, il me juge intérieurement. Mais je ne crois pas, parce que je crois aussi à son amitié. Et, bon, et je te connais. Est-ce que oui, je peux, avant de commencer, oui, je voudrais d'abord, mais vraiment du fond du cœur, remercier Ombre Blanche, parce que c'est un vrai plaisir. Je sais que c'est ennuyeux d'entendre les remerciements, mais je m'en voudrais de ne pas les faire. De travailler avec vous. Pour l'anecdote, ce livre a connu quelques soubresauts. oui. Il a été difficile à obtenir et la librairie a été d'une patience merveilleuse, donc je les en remercie beaucoup. Deuxièmement, merci à vous tous d'être là, un samedi de juin où les tentations sont grandes, la mer, la montagne et autres. Merci tout particulièrement à Jean-Antoine Loiseau. Qui est aussi un modérateur d'ailleurs. C'est pour ça que sa présence me touche d'autant plus que ce que j'ai écrit, il l'aurait écrit à sa manière, mais il aurait pu l'écrire également. Et c'est bien qu'il y ait une amitié entre modérateurs. Et la troisième chose, elle est un peu moins drôle, mais je parle d'une certaine Bertille dans le livre. Tout à fait. Alors je vais vous expliquer, puis après je te laisserai officier, oui. Mais je m'étais engagé à faire ceci. Bertille, c'était une dame âgée qui se mettait systématiquement là ou là, qui était au premier rang et qui était, en gros, on plaisantait avec beaucoup d'affection, ma fan. Pourquoi ma fan ? Parce que un jour, c'était à la bibliothèque des Minimes, je m'en souviens, ma façon d'interroger les gens lui avait plu. Et à partir de ce moment-là, elle a commencé à m'écrire, après plus tard à m'envoyer des mails, et puis à assister à quasi toutes mes rencontres, même si ça se passait à Port-Vendre. Elle est allée jusqu'à Port-Vendre. Voilà, et chaque fois, elle m'écrivait, elle me faisait des photos. Et vous l'avez compris, puisque j'en parle à l'imparfait, ces funérailles auront lieu lundi. Et donc, on ne dédie jamais des rencontres. En général, on dédie des livres, mais moi, je vais dédier cette rencontre à Bertille, dont vraiment, je parle. Bravo.
Et voilà, j'ai fini. Alors, peut-être ma première petite question, parce que je me la suis posée longuement. J'ai bien vu que ce livre est écrit après une recherche que tu avais fait d'au moins 652 rencontres au moins dans ta vie. Je voudrais savoir, là, pourquoi tu as choisi, là, maintenant, d'écrire un livre. Alors, bien sûr, il y a l'expérience, c'est sûr. D'écrire un livre maintenant sur toute cette vie-là, professionnelle, et pour être tout à fait honnête, quand j'ai regardé, j'ai vu à qui était adressé le livre, à un certain Victor, qui je crois être ton petit-fils. C'est ça. Je me dis qu'il y a quand même là quelque chose qui se passe peut-être, de vouloir donner un jour à entendre, à voir, à lire. Donc j'aimerais t'entendre là-dessus. Oui, le souci de la transmission, même si n'ayant qu'un an, je ne sais pas du tout s'il aimera la littérature, mais c'est vrai que bon, c'est un petit être qui compte beaucoup pour moi, ça tu peux le comprendre. Oui. Donc je lui ai dédié quelque chose qui m'est cher. Sinon, pour répondre à ta question, ce doit être le fruit de l'âge. Effectivement, à un moment donné, comme j'ai l'habitude de parler de 652, c'est un peu plus, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, j'avais commencé à interviewer des gens il y a plus de... Je ne vais pas le compter. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais tiens, il faudrait quand même que tu te souviennes des gens que tu as interviewés, interrogés. Donc, j'ai commencé à mettre les noms. Et donc, effectivement, au moment où j'ai commencé le livre, c'était 652, depuis il y en a eu d'autres, et il n'y a pas ce que j'avais négligé au tout début. Et donc, ça fait une certaine quantité, mais quand on aime, on ne compte pas. Donc, je disais le fruit de mon âge, parce que maintenant, l'expérience est assez grande pour me tourner en arrière et regarder comment se sont passées les choses. Et puis, il y a deux autres éléments qui ont compté. D'une part, je me suis rendu compte que j'aime pas ce mot métier, d'ailleurs je ne l'utilise jamais, que cette activité était très méconnue et qu'il n'y avait aucun livre dessus. Oui, c'est bien ça, il n'y en a eu aucun. Il y en a aucun. Benjamin, il n'y en a pas de livre sur... Il existe, ce qui se rapproche le plus, c'est les mémoires de Pivot, j'en sais rien, ou des grands de ce monde, enfin, de ce monde littéraire. Mais un livre sur le métier de modérateur ou animateur ou médiateur, on l'appelle comme on veut, il n'y en avait pas. Et c'était le plaisir, voilà, c'est là où c'est le deuxième élément, de partager ce qui me semble être des moments importants, parce qu'on va en reparler, mais dans les rencontres littéraires, il se passe toujours des éléments, je trouve que c'est vraiment une espèce de contre-pouvoir par rapport à tout ce qu'on subit au jour le jour. L'actualité, je ne vais pas vous la décrire, mais là on se retrouve, enfin, pardon de me citer, à l'abri du monde, et au plus près de lui, c'est-à-dire qu'on traite de la matière du monde, mais on la traite de la manière la plus intime, chaleureuse, profonde. Et voilà, ces espèces d'oasis dans la vie de tous les jours, et c'est ce que j'ai voulu montrer. Bon, d'abord, pour en plus évacuer ce terme qui me déplaît, c'est vrai que ce terme de modérateur, pour moi, honnêtement, je ne peux pas, quoi, parce que ce que nous faisons, ce que tu fais tous les jours, c'est plutôt animé, c'est-à-dire interviewer, titiller, poser les questions, tu le dis, c'est tellement bien vu dans ton livre. Essayer de relever quand on s'endort un peu, ou ça s'assoupit, aller chercher d'une manière ou d'une autre, mais certainement pas modéré. Alors peut-être, j'ai essayé de chercher, je sais que c'est très lié aussi aux plateformes ou dans les contrats. D'où vient ce terme ? Parce qu'on parlait beaucoup d'animation. Moi, j'ai toujours appelé animateur. Il y a une quinzaine d'années, j'ai vu ça apparaître sur les contrats. Maintenant, quand je reçois des contrats de l'administration, notamment des médiathèques, des mairies et de l'autre, le modérateur, sinon, voilà, et c'est un étrange terme, effectivement. Bon. J'ai utilisé ce mot avec beaucoup d'ironie sur la couverture. Enfin oui, tu l'as mis en titre quand même. Oui, parce que, en plus c'est intriguant. Oui. Les gens, qu'est-ce que c'est que le modérateur ? Oui, puis ça peut énerver un peu parce que voilà, mais c'est très bien. Il décrit très bien ce qu'il en pense dès les premières pages du livre. Alors, mon cher Brice, il y a une chose qui m'a beaucoup touchée dans ton métier, je vais employer animateur, c'est quand tu mentionnes, et j'aimerais que tu nous en parles, que c'est un métier qui prolongerait l'enfance. Oui. Et c'est ce sens-là
de la vie que l'on retrouve beaucoup dans ton livre. Et avant de te tendre la parole, j'aimerais vous lire un petit passage d'un philosophe qui s'appelle Moritz Schlick, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le sens de la vie ». Et je crois, c'était un philosophe de l'école de Vienne en 1927, et je pense que ton livre peut s'inscrire dans cette prolongation. Il dit « Toute éducation devrait veiller à ce que rien d'enfantin en l'être humain ne se perde pendant qu'il mûrit, que la séparation entre la minorité et l'état adulte s'efface de plus en plus, si bien que l'homme reste, jusque ces toutes dernières années, un petit garçon, la femme, une petite fille en dépit de la maternité. Si nous avons besoin d'une règle de vie, que ce soit celle-ci, conserve l'esprit de la jeunesse, car le sens de la vie, c'est lui. Mon cher Brice, parle-nous de ta... enfant. Voilà. Est-ce que ce métier, comme tu l'écris si bien, parce que ce sont tes mots, prolongerait l'enfance par ses pourquoi, je pense, oui, et ses questionnements. Il y a deux choses, effectivement. L'enfance, pour le meilleur et pour le pire, d'ailleurs, ne m'a jamais vraiment quitté. Mais par rapport à la modération, il y a deux choses. Il y a d'abord la capacité d'émerveillement, l'admiration. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de dons, mais j'ai celui d'admirer. Ça, je le revendique. Je sais admirer et je ne me sens pas inférieur parce que j'admire. Je peux être très midinette, ça m'est complètement égal, j'assume. Et ce métier-là me permet d'être face à des gens qui me font écarquiller les yeux ou qui m'apportent beaucoup. La plupart du temps, sans aucune fausse modestie. La plupart du temps, je me retrouve avec des gens plus intelligents que moi, de qui j'ai beaucoup à apprendre. Et là, il y a ce statut de l'enfance, d'être émerveillé par quelqu'un ou par quelque chose. Et puis, il y a effectivement ce que tu commençais à dire. C'est un métier où on pose les questions. Et quand on est gamin, c'est... Et papa, pourquoi? Et maman, et comment ça se fait que... Et comment... Ça exaspère au bout d'un moment, mais moi, j'en suis resté là. Oui, et puis on est obligé de sortir quelquefois certaines petites perles que sortent d'ailleurs beaucoup d'auteurs, peut-être pas tous, mais c'est là où tu déniches certains petits diamants. Oui, c'est ça, oui, tout à fait, oui, parce que tu te poses des questions. Et tu le dis vraiment très très bien. Ouais, je te remercie. Vraiment, on ne va pas vous lire toutes les anecdotes, mais vraiment, vous verrez, en lisant ce livre, vous découvrirez... les petites perles des rencontres, les sous-décors des rencontres, les rencontres qui se passent mal, tu pourras quand même en parler, celles qui se passent très très bien. Il y a une question quand même qui pourra peut-être introduire tout notre débat, tu le dis aussi, finalement, ces rencontres, c'est des ménages à trois, le public, vous-même. Un trouble. Voilà, un trouble. Le médiateur ou la médiatrice, l'écrivain, l'écrivaine. Alors, parle-nous de ce ménage à trois, parce que tu dis que quelquefois, il peut être très déséquilibré. Bon, déjà, il faut que le modérateur reste à sa place. C'est pas à lui de trop parler. On est là pour écouter, mais on est aussi un trait d'union, effectivement, avec le public. Donc, c'est une harmonie à trois à trouver, avec... Me semble-t-il, ça c'est des choses que j'ai analysées après. Je ne sais pas si Jean-Antoine, par exemple, Jean-Antoine Loiseau, le fait instinctivement lui aussi, où il a bâti ce raisonnement-là. Mais je me suis rendu compte qu'il fallait à la fois que je trouve les questions que le public se pose, des questions incontournables. Par rapport à un livre, il y a des questions où je me dis, si les gens de la salle repartent sans avoir la réponse, c'est que j'ai mal fait mon travail. Et par ailleurs, il me semble aussi que je dois les aiguiller vers des questions, je dois leur offrir des questions auxquelles ils n'avaient pas pensé, c'est-à-dire leur permettre de trouver dans le livre des pistes qu'ils n'avaient peut-être pas envisagées. De la même manière que quand, ça aussi je le dis parce que c'est vrai, le public pose des questions. Quand le public pose des questions, il m'arrive de me dire « Ah ouais, celle-là, je n'avais pas pensé à la question. » Alors, question en soi, elle importe peu, mais elle amène une réponse qui éclaire d'un jour nouveau le livre ou qui éclaire un aspect du livre. Et ça, c'est toujours intéressant. Vous le verrez en le lisant, son livre est jalonné comme ça d'expressions de l'ordre de ton intime, de ce que tu penses. Il y a une phrase qui m'a aussi un peu... Elle rejoint un peu le fait de... Tu admires les auteurs, mais tu restes à ta place. Et tu dis, je te cite, « Ça me permet, ces rencontres, je ne regarde pas d'en bas, je regarde plus haut. »
Oui. J'aimerais que tu développes cette phrase qui est très belle finalement. Alors, ça rejoint ce que je commençais à te dire concernant l'admiration. C'est-à-dire que grâce à bien des auteurs, il ne faut pas non plus être angélique, il y a des auteurs qui apportent moins ou m'apportent moins que d'autres et autres. Le fait que je sois à les admirer pour moi, c'est ce geste-là. Effectivement, c'est voir d'en bas tel que je le fais, mais c'est surtout et avant tout voir plus haut, c'est-à-dire découvrir des choses que je n'aurais pas soupçonnées. Je me permets d'ajouter quelque chose que je n'ai pas mis dans le livre, mais que j'ai découvert ensuite, à laquelle j'ai pensé ensuite, c'est qu'il m'arrive d'avoir certaines illuminations, non pas pendant que je prépare, comme tu as très bien préparé ton intervention, mais au moment où j'interviewe. C'est-à-dire, je me dis, tiens, je n'avais pas vu cet aspect sur le moment même. Oui, juste au moment. Et c'est curieux. Et j'ai même un exemple très précis. Laura Vasquez, ici, J'y étais. C'était un moment très intense. À ma grande honte, quand j'avais lu le livre, au début, j'avais pas été... Elle arrivait avec un nom tellement énorme, malgré son jeune âge. Oui, un CV. Un CV tellement énorme que quand je l'ai lu, je me suis dit, tiens, il ne faudrait pas qu'elle m'entende, parce qu'on a sympathisé depuis, mais je m'attendais à mieux. Et puis, quand je l'ai entendu, quand j'ai analysé le livre avec elle, je me suis rendu compte que c'était moi qui était passé un peu à côté. Oui, alors ça s'est très très bien passé parce que justement j'ai rétabli, mais elle a ouvert ma lecture. Et son livre Les Forces est très 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 bien. Ah oui, il est magnifique. Très réussi. Il est magnifique. J'aimerais maintenant quand même, peut-être que tu pourrais... On ne va pas vous raconter évidemment toutes les anecdotes du livre, mais tu pourrais nous... Parce que tu ne t'épargnes pas dans ce livre. C'est-à-dire, vous le lirez, il y a des rencontres ratées, il y a des rencontres fortement complices avec les auteurs, des rencontres ratées qui se rattrapent. Après, tu pourrais peut-être raconter celle d'Annie Ernaux. Je pense qu'elle mérite d'être racontée. De très belles, après la réflexion de Coin, qui te remercie de ta rencontre parce que tu lui as permis de répondre à ses propres questions. Je te laisse la parole un peu. Raconte-nous. Alors, pour reprendre les... Pardon, excusez-moi, Oui. parce que dans l'histoire d'Annie Ernaux, il y a évidemment vous, public, le modérateur et l'auteur. Et le livre est vraiment, c'est un panel de petites histoires qui sont vraiment magiques. Oui, Annie Ernaux, en fait, je commençais, ça faisait quoi, 2-3 ans peut-être moins. Et on me dit, tu vas interviewer Annie Ernaux. Elle n'avait pas encore son prix Nobel, mais c'était quand même la grande dame qu'on connaissait. Elle avait fait du succès énorme. Et puis, j'aimais beaucoup ce qu'elle écrivait. Donc, inutile de vous dire que j'avais un trac fou. Et pour combattre le trac, je fais ce qu'on fait tous. J'ai beaucoup travaillé. J'aurais presque pu réciter le livre par cœur tellement j'avais bossé. Et arrive le jour de la rencontre. Tout se passe très bien. Je pose mes questions. Elle me répond, etc. Et puis tout d'un coup, j'entends quelqu'un maugréer dans la salle. Et là, je commence à être déstabilisé. Mais au tout début, j'ai pas réalisé que c'était contre moi. Mais c'était bien contre moi. Je distingue oui, madame. Et là... Si c'est pour poser des questions aussi insignifiantes, comme ça, devant Annie Ernaux, au débutant que j'étais, donc il y avait Marc Marie qui était son compagnon de l'époque, voilà, tout à fait. Et alors là, je me suis enfoncé dans mon fauteuil et je lui dis, je rajoute rien. J'étais très mal à l'aise, alors je lui dis, écoutez... mes questions ne semblent pas vous plaire, alors si vous voulez, n'hésitez pas à poser vos propres questions. C'était vrai, je rêvais que d'une chose, qu'elle prenne le relais. Et en fait, elle l'a pris comme si je disais « Ah, elles ne te plaisent pas mes questions, et t'as qu'à te les poser toi-même ». Et du coup, elle râlait encore plus. J'ai fini, comme je le dis, je crois, en pilotage automatique. J'ai tendu mon livre à Annie Ernaux et à Marc Marie et je suis parti comme un voleur. J'ai regardé la dédicace qui était sympathique, vraiment sympathique, mais bon, ça n'a pas suffi à me rasséréner. J'ai le sommeil très fragile, donc j'en ai pas dormi pendant des nuits. Et un jour, je reçois une lettre d'Annie Ernaux qui m'explique que certaines de ces... Elle dit, je me souviens... de ces personnes que je n'oserais même pas appeler lectrices,
qui font preuve d'une telle possessivité. Elle me disait qu'elle désavouait complètement, elle l'a pas fait sur le moment, mais qu'elle désavouait complètement cette lectrice, cette supposée lectrice, qu'il ne fallait surtout pas que je retire un mauvais souvenir de notre rencontre, que mes questions étaient, bon, voilà, c'était très flatteur. Et puis, c'est ensuite une petite correspondance. On a même pendant quelques années, c'est même moi qui ai arrêté parce que je voulais pas la contraindre chaque fois à prendre, voilà, ça s'est peu à peu réduit au vœu, etc. Et l'histoire ne s'arrête pas là, c'est que des années après, justement pour le livre Les Années, que je vous recommande chaudement, je l'ai interviewé à la médiathèque José Cabanis, c'était vraiment plein. Et là aussi, je l'ai appris par cœur. La dédicace à la fin, puisque tout s'était très bien passé, c'était à Brice avec le sentiment heureux d'une injustice réparée à son égard. Un message extrêmement complice. Là, j'étais heureux, quoi. Ben alors, presque aussi heureux que j'avais été humilié. Donc, tu peux peut-être aussi nous raconter Didier Decoing. Elle est belle, son intervention. Elle est très, très belle. Alors, Didier Decoing, je ne raconte pas tout. En fait, je dis juste... Oui, c'est très bref. La dédicace, qui est grosso modo, merci de m'avoir éclairé sur mon propre travail. Voilà. Et en fait, ça se passait à côté d'ailleurs. Ça se passait dans l'hôtel, maintenant Crown Plaza, qui était l'Holiday Inn à l'époque. Je l'avais interviewé pour un livre, je ne sais pas si vous le connaissez, ça remonte, hein. La promeneuse d'oiseaux. Et la promeneuse d'oiseaux, là par contre, j'ai la mémoire qui flanche. Je crois que c'est le héros, enfin l'héroïne en l'occurrence, avait des oiseaux multicolores qu'elle présentait aux gens. Et une de mes questions a été, mais est-ce que ce ne serait pas une métaphore de l'écrivain lui-même ? Est-ce que vous ne seriez pas la promeneuse d'oiseaux qui nous fait voir des oiseaux qui nous envoûtent, etc. Et là, il s'arrêtait et il m'a dit « Ah là là, je vous dois un sacré flash ». En parlant de correspondance avec les auteurs, dans le livre, vous retrouverez aussi, et ça c'est très drôle, ça me faisait penser au film de Tati, un peu, il y a le facteur, c'est le facteur qui passe chez toi. Alors ça c'est assez génial parce que ça traverse comme ça certains chapitres où Brice nous raconte comment son facteur arrive, il se pose les questions que le facteur doit se poser, oui, je sais pas, c'est-à-dire pourquoi cet homme reçoit sans arrêt ces lourds paquets de livres, bien sûr, qu'il doit lire, et tu t'interroges même, alors tu te mets à la place du facteur, il a peut-être des amis, ils savent qu'il aime lire, il a peut-être, enfin, il y a toutes les questions du facteur qui interviennent dans ce livre, et moi ça m'a beaucoup plu, parce que c'est des traversées comme ça d'histoire. Ça me plaît, Tati. Et bah oui, Hélicoptère. Oui, je voyais presque le vélo, moi, tu vois, arriver avec les paquets, et tu t'interroges même le jour où tu serais à la retraite, et comment ce facteur, d'un coup, n'aurait, à part peut-être des factures. Il ne va plus ne me porter que des factures. Il n'y a plus que des factures. Alors, on a un petit peu parlé sur notre ménage à trois, on a parlé des auteurs, enfin, des auteurs, mais il y a aussi le public, donc vous-même, avec des personnages qui reviennent. J'en connais un, une dame qui remplit des cahiers. Après, je les transforme. Hein. Je le sais que tu c'est vraiment des puzzles. Je prends le physique de l'un pour le mettre sur l'autre. Et des publics à l'image de l'auteur aussi. Souvent, tu parles de l'habillement, du comportement. Tu peux nous en parler un peu des personnes? C'est vrai. Les publics forment, là aussi c'est un cliché, c'est une seule personne. Souvent, ils ressemblent à l'auteur qu'ils sont allés voir. Et alors donc, quand on va voir un auteur très militant, il est rare qu'il n'y ait pas de militants dans la salle. Et avec les archétypes vestimentaires qui vont avec. Hein, les écrivains babacool, les écrivains rockers. Il y a ça effectivement, oui, une adéquation fréquente entre les... Oui, tu parlais aussi d'un certain ministre qui était qui avait oui, avec alors un public aussi Hermès et Prada à tous les étages. Oui, voilà, c'était ça, à tous les étages. Il y a des personnages auxquels tu t'attaches, que tu retrouves. Il y a aussi, et tu en parles très bien, ta relation avec les libraires, avec les bibliothécaires, avec lesquels tu crées des complicités.
qui t'ont aidé. Il y a beaucoup d'humanité dans toutes tes relations autour de ces rencontres. C'est pétri d'humanité. Je te remercie. Alors, c'est toujours immodeste et puis impudique de parler de soi, mais je crois que un des ressorts de cette activité, c'est d'aimer les gens quand même. C'est avoir une appétence pour eux. Ça ne veut pas dire que je partage toutes les idées des gens que j'interviewe, ni que je fréquente, mais ça veut dire que je suis curieux de ces personnes-là. Et plus on lit, de toute façon, en tout cas moi ça fonctionne comme ça, je pense que tu me démentiras pas, toi, la grande lectrice que tu es, mais plus on lit, plus on a d'indulgence pour l'humanité, parce que on voit ce qui se passe à l'intérieur des auteurs d'eux-mêmes, quoi. Oui. Et finalement, au fond de nous-mêmes aussi. Et voilà, les auteurs nous aident à décrypter ce qui se passe au fond de nous. Et puis on voit aussi ce qui l'émeut, en 2 mots. Et donc oui, c'est une affaire d'humanité, oui. C'est ce que je disais en préambule, pour défendre ces îlots, ces oasis. Ici, on va à l'essentiel, on va à l'intime. Et quand on va à l'essentiel, à l'intime, on arrive quand même à trouver des passerelles, quoi. Il y a une phrase que j'ai relevée, toujours aussi autour de ces rencontres, mais j'aimerais que tu approfondisses aussi. Tu écris les rencontres, en fait, les questions. Laisse L-E-2-S-E, de mes points d'interrogation, n'essaie d'attraper rien d'autre que des témoignages sur la manière d'affronter l'existence avant le point final. C'est le prolongement de ce que je viens de dire. Moi, ce qui m'intéresse avant de toucher les gens, mais même au-delà très sincèrement, au-delà des auteurs, c'est comment on se démerde avec cette vie qui nous tombe sur le coin du museau, on ne sait pas pourquoi. Ça, c'est quelque chose... C'est vraiment... là, je commence à vieillir. Je vois des gens disparaître autour de moi. Je sais que je suis plus près, malgré tout, de la fin que du début. Et tu parlais d'enfance. Pardon, je suis très, très impudique là, mais je me dis régulièrement, t'en sais pas plus. J'ai compris qu'à l'intérieur, on était tous plus ou moins paumés, qu'on est pétri de questions, la plupart des gens, bien sûr, hélas, il y a des gens qui sont pleins de points d'exclamation et ça fait des dégâts. Je préfère largement les points d'interrogation, ils font moins de mal. Du coup, j'ai oublié ce que je disais, mais... Je te questionnais sur la manière d'affronter l'existence. Oui, donc au-delà des livres, et puis tous les livres permettent, même si c'est en filigrane, d'arriver à cette question-là. Comment on se démerde avec cette vie ? C'est ça qui est fabuleux dans cette activité, c'est que les livres, quels qu'ils soient, sauf si ce sont des livres de commande, qu'il y ait des truqueurs, qu'il y ait des faiseurs. Mais à partir du moment où ce sont des gens sincères, on met toujours énormément de soi. C'est là encore, pardon, ça fait 10 fois que j'utilise le mot, mais c'est un cliché. Mais qu'on écrive un roman d'aventure, qu'on écrive un essai, qu'on écrive un roman d'amour ou quelque chose de beaucoup plus intellectuel ou philosophique, dans tous les cas, on dévoile le plus intime de soi. Moi, alors ça, j'en suis persuadé. Il y a toujours... Dans les livres qui sont écrits avec sincérité, il y a toujours une part de l'auteur. Et c'est passionnant de voir comment ces gens-là se débrouillent avec leur existence, quoi, tout simplement. Tu écris aussi, les auteurs m'ont appris tellement de choses et permis d'en oublier autant. Ils m'ont fait visiter les coins les plus reculés du monde et les plus secrets au fond de moi-même. Ils m'ont raconté des mensonges d'une justesse époustouflante. C'est Jean Cocteau, le roman est un mensonge qui dit toujours la vérité. Tout est dit. Je ne sais pas si c'était ton cas, mais combien de fois, moi, je me suis fait gronder par mes parents parce que dans les repas familiaux, maintenant, je me fais engueuler par mes enfants parce que je regarde le portable. Mais avant, je me faisais engueuler par mes parents parce que j'ouvrais des livres. Alors, il y avait des invités. Et au lieu d'être sur le canapé, j'étais par terre en train de lire ma bibliothèque rose, etc. Donc, c'est effectivement un refuge. Et en même temps, c'est toute l'ambiguïté, la formidable ambiguïté, c'est qu'on se met en retrait et jamais on colle autant au monde, quoi, parce qu'on y est vraiment dedans. Tu parlais à nouveau de ton enfance. Je ne te poserai pas cette question, donc tu vas y répondre en lisant juste que vous ayez un petit peu la musique du texte de Brice qui est absolument magnifique. La question que je ne veux pas te poser et que posent beaucoup les médiateurs et médiatrices, c'est quels sont les livres qui ont compté le plus pour toi. Oui. Je ne te le dirai pas. Voilà. Quel est le livre qui a le plus compté pour vous ?
Si par une inversion des rôles, un écrivain me posait la question, je répondrais le tout premier. Bien entendu, j'ai oublié le titre de cet album illustré pour lequel j'ai pu me passer du secours de ma mère ou de ma maîtresse d'école. Mais j'ai tout de suite adoré cet univers parallèle qui bouleversait les lois physiques. J'étais ici et ailleurs, seul et accompagné. Je n'ai eu de cesse d'y retourner, ce qui constitue la meilleure des preuves. À cette époque, ce sont les héros des récits que j'admirais. Les exploits de Oui-Oui, d'Alice, de Fantomette, du Club des 5, du Clan des 7, de Criquetot ou de Langelot, provenaient non pas de personnages, mais de personnes dont l'existence ne me semblait pas plus suspecte que celle des Zoulous des cours de géo ou des Incas des cours d'histoire. Si ces héros avaient des parents, il s'agissait forcément de ceux dont je découvrais les noms au hasard des pages, comme les professeurs Monsieur et Madame Dupont, géniteurs de Fantomette. Vous en souveniez de ça ? Monsieur et Madame Dupont, géniteurs de Fantomette. L'agent secret Langelot était orphelin, ce qui me fendait le cœur. Puis j'ai perdu mon innocence. Fantomette n'existait pas. Monsieur et Madame Dupont non plus. Ces découvertes effectuées de manière diffuse ne m'ont causé aucun chagrin, ou disons qu'il a été compensé par la fierté d'effectuer des pas déterminants vers l'âge adulte. Quant à mon admiration, loin de disparaître, elle s'est enrichie. J'admirais par goût du rêve la vaillance d'un Edmond Dantès ou l'ingéniosité d'un Robinson Crusoe, mais je vénérais tout autant ces êtres mystérieux dont le nom sur la couverture était enfin parvenu à capter mon attention. Eux aussi étaient des héros. Eux aussi accomplissaient des prouesses, inventaient des vies et des mondes, créaient de la beauté. J'ai appris à écouter leur voix aussi distinctive que des empreintes digitales, à observer les rouages des merveilleuses machines qu'ils fabriquaient. Assonance et allitération, métaphores, oxymores, prosopopées, discours direct, indirect et indirect libre, mes profs de français me donnaient des cours de sorcellerie. Ils me révélaient certains tours, pas tous, Dieu merci, de ces fabuleux magiciens. De surcroît, ils me transmettaient certains renseignements sur leur vie et sur leur personnalité, que je complétais en farfouillant dans les rayons de la bibliothèque municipale. J'y découvrais parfois des existences aussi romanesques que celles de leurs créatures. Blessé lors d'une sortie aérienne sur le front de l'Ouest, en janvier 1944, le lieutenant Romain Gary, il avait un autre nom à l'époque, avait guidé son pilote lui-même aveuglé pour assurer le bombardement prévu et ramener l'avion à sa base. Fyodor Dostoïevski avait subi un simulacre d'exécution avant de passer 4 ans dans un bagne. Catherine Mansfield avait quitté son mari le jour même de ses noces, de leurs noces. Louis Aragon avait appris à 20 ans que celle qu'il prenait pour sa sœur était en réalité sa mère. Je savoure ma chance. Des dizaines et des dizaines de fois par an, je rencontre des gens de leur espèce. J'échange avec ceux qui sont à la fois leurs frères et leurs enfants. Je recueille leurs voix évadées des livres, et pour que le plaisir soit complet, je partage. Brice Torrecillas, invité à la librairie Ombre Blanche samedi 6 juin 2026 pour son livre Le modérateur face à Hélène Cardona. Je vais vous laisser après la place pour toutes les questions que vous souhaitez poser à Brice. J'aimerais quand même, avant de terminer, parce que à la fin du livre, quand même, tu poses la question de finalement l'avenir du livre, du métier de modérateur. Et on voit bien que tu navigues entre un pessimisme certain et malgré tout, cette espèce de, pas croyance, mais que le livre ne peut pas disparaître totalement et qu'il y aurait des générations. Tu nous parles de
disais. Oui, tu as tout dit. Ce sont des montagnes russes. Je vois des librairies fermées les unes après les autres ces derniers mois. Je vois le temps que grignotent les réseaux sociaux, dont j'use abondamment. Oui. Netflix, que je ne néglige pas non plus. Je vois l'amour de la littérature diminuer. Ça me chagrine très profondément. Je pense, et j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, je pense qu'elle apporte des choses qui ne sont pas rattrapables par d'autres médias. Je pense vraiment qu'elle a sa singularité, sa profondeur, auxquelles ne peuvent prétendre le cinéma, les séries, les réseaux sociaux. Non pas qu'on ne puisse pas transmettre de la culture, ni même se cultiver à travers réseaux sociaux, à travers... Ça, je n'en doute pas. Mais la profondeur de la littérature, pour le dire en quelques mots, quand Marcel Proust, ou plutôt le narrateur de la recherche, se tourne dans son lit en proie à une pensée et que ça se déroule sur 20 pages, ça peut paraître pénible à beaucoup de personnes, mais ce que je sais, c'est qu'au cours de ces 20 pages, on a un aperçu du cerveau humain, de la pensée humaine, de la psychologie humaine, de la sensation des sentiments qu'aucune image de cinéma n'aurait pu restituer, aucune BD, et encore une fois, sans le moindre mépris pour ces médias-là. Perdre la littérature, c'est perdre énormément de choses, je crois, vraiment. C'est une citation que je vais forcément déformer, mais c'était Paul Valéry qui disait qu'effectivement, pour décrire ce qui se passe dans un cerveau humain, il n'y avait rien de supérieur à la littérature. Et ça, j'en suis profondément convaincu. Pour raconter des histoires, certes, mais pour décrire la psychologie des gens, voilà. Et à côté de ça, je suis régulièrement saisi d'espoir. Le dernier espoir que j'ai eu, c'est il y a 15 jours, j'ai animé des rencontres à la Comédie du Livre à Montpellier. Les salles étaient pleines. Et la toute dernière rencontre que j'ai animée, je me suis retrouvé devant une salle mais absolument pleine à craquer, et pourtant il y avait une sacrée contenance. Il y avait Philippe Forest qui parlait de Shakespeare et le traducteur Markowitz. Donc effectivement, c'était dédié à Shakespeare. Et je me suis dit, tiens, je ne sais pas moi, 200 personnes qui viennent un dimanche après-midi, il faisait très chaud. Ça a commencé à 15h30 à 16h30 pour entendre parler de Shakespeare. Je me suis dit, on n'est pas foutu, on n'est pas fichu. Voilà. Oui, c'est un très bon signe. Voilà, je me suis dit, c'est bon signe, la littérature ne va pas mourir. Bon, je crois qu'on peut terminer là-dessus. En tout cas, pour finir ma partie, je vais vous laisser la parole. Je vais reprendre quand même un mot de ton texte. C'est le mot « merci » qui est le mot préféré de Frédéric Dard, que tu as retrouvé dans des émissions d'apostrophe, je crois, et qui serait ton mot préféré aussi. Oui, d'ailleurs, je vais l'utiliser pour toi. Là. Et donc, non, c'est moi, d'abord. donc, Brice, merci beaucoup pour ce livre que je vous conseille à tous, parce que modérateur, vous voyez ce que nous en pensons, mais tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce livre, de Brice, de son humanité, de sa vision des auteurs, de ses lectures, des écrivains, de son amour pour la littérature, je pense que vous l'avez un peu senti, mais vous le retrouverez vraiment, très fortement, à travers ce livre. Merci. Merci beaucoup. Bravo pour votre livre, je vais le lire avec intérêt. Vous avez donné envie en tout cas de le lire, et je crois que c'est l'important de donner envie. Animer, on dit, moi je fais des chroniques de cinéma, je dis souvent qu'un animateur c'est quelqu'un qui donne l'âme. Et je crois que vous le faites, vous le faites très bien. Merci. Je voulais juste parler de moi justement de manière un peu modeste. Je fais des chroniques de cinéma. Dans ce cadre-là, je rencontre souvent des réalisateurs pour des films. Et il y a des fois où les rencontres, et c'est d'où ma question, sont plus intéressantes que les films eux-mêmes. Je pense notamment à un film de Jean-Jacques Hano, je crois qu'il s'appelait Le Dernier Loup, où il nous expliquait un peu en conférence de presse l'envers du décor de comment il parquait les loups. Et là, j'ai trouvé un autre éclairage à ce film. Je voulais savoir donc du coup s'il y avait des rencontres qui étaient plus intéressantes ou qui ont éclairé, comme vous parliez de Laura Vasquez tout à l'heure, je crois, le livre différemment. Et est-ce qu'il y a des questions que vous vous interdisez de poser à l'écrivain ? Je vais d'abord répondre à votre toute première remarque. Oui, comme dans vos chroniques de cinéma, il arrive parfois que sur des livres
je ne pense pas déformer vos propos, mais sur des livres qui ne sont pas forcément extraordinaires, se bâtissent des rencontres qui le sont. Ça, c'est vrai. Souvent, on me pose cette question. Et alors, comment tu fais si tu n'as pas aimé le livre ? Mais ça ne m'empêche pas de trouver un intérêt dans l'échange. Des questions tabous, oui, certaines effectivement, parce que quand on voit que... On le perçoit, ça, quand il y a des choses qui ne sont faites que pour être lues de manière dans l'intimité. C'est de l'ordre familial ou qu'on parle de secrets, mais au détour d'une page. Bien évidemment, si le livre parle J'ai interviewé Christine Angot, pas sur ce texte-là, mais si j'avais interrogé sur l'inceste, bien évidemment, j'aurais abordé le sujet de l'inceste. Il n'empêche que pour des sujets aussi sensibles que ceux-là, parfois, certains auteurs, au détour d'une page, juste le temps d'une phrase, font une petite référence à quelque chose qui les torture. Et là, je ne me permets pas de les mettre en pâture parce que ce serait de l'exhibitionnisme. Et voilà. J'avais une question. Est-ce que vous avez retrouvé l'émerveillement des premiers jours du premier Oui Oui que vous avez lu ? Est-ce que c'est pas finalement une quête effrénée de retrouver cette sensation ? Je crois que nous avions eu, mon cher Boris, cette question, mais effectivement, c'était un large débat que j'ai souvent, régulièrement avec des amis. Je considère que, moi en tout cas, les premières lectures sont indépassable. C'est-à-dire que mes oui-oui, des clubs des 5, tout ce que j'ai dit, mes fantomettes, il me semble que j'étais immergé dans ces livres comme plus jamais je ne pourrais l'être. Voilà. Alors, ce qui est vrai que maintenant, je lis quasiment avec le crayon tout le temps à la main, mais quand bien même, écrivant moi-même, j'observe aussi les rouages, donc j'ai perdu cette innocence, cette fraîcheur. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Certains disent, et je les envie beaucoup, qu'ils se laissent emporter par un livre de la même manière qu'ils l'étaient quand ils avaient 5 ou 6 ans. Posez-vous la question, est-ce que vous avez gardé votre âme d'enfant au point de vous plonger dans vos livres comme vous le faisiez il y a tant d'années? Moi, j'en suis, hélas, incapable. Comme quoi, j'ai un peu grandi. Oui, bonjour Brice, ou rebonjour plutôt, et merci pour cette présentation. Je partage évidemment beaucoup de tes propos. Bon, je suis d'accord sur le fait, en effet, le mot de modérateur, il est apparu récemment. On parlait plutôt d'animateur, comme le disait. Tu sais pourquoi ou... Non, mais c'est vrai que notamment dans les salons du livre, dans les festivals, il est très fréquemment utilisé modérateur, hein, comme tu le sais. Il a un peu pris le pas, j'ai envie de dire, sur animateur ou sur médiateur, que je trouve intéressant, médiateur, parce que c'est vraiment faire le lien entre... Bon. Alors, 2 questions. Est-ce que depuis le début de ton activité, activité qu'on partage tous les deux depuis pas mal d'années, est-ce que tu as senti une évolution dans la manière de préparer peut-être des rencontres, de lire, d'aborder les questions ? Est-ce que tu mets peut-être plus en valeur tel ou tel point ? Ça, c'est une première question. Et la deuxième, en lien, est-ce que le fait de lire, et c'est comme moi, hein, beaucoup, dans le but finalement d'interviews, de rencontres vivantes, enfin avec des autrices et des auteurs dans des librairies ou des médiathèques ou des salons du livre. Tu parlais de la comédie du livre, nous y étions tous les deux, en effet, il y a 15 jours. On lit quand même dans une optique de questionnement, d'échange, donc on pense un peu, on est dès le départ, j'ai envie de dire, pris dans cette logique-là, et c'est pour notre plus grand plaisir. Est-ce que tu prends toujours autant de plaisir à lire pour toi, hein, j'ai envie de dire pour soi-même, c'est-à-dire lire dans la solitude, dans le face-à-face, ou est-ce que tu trouves peut-être que ça prend vraiment de plus en plus de place et que peut-être ça modifie peut-être en quelque sorte la façon d'approcher la lecture d'un roman, d'un essai, enfin d'un livre en général? Ça dépend vraiment du livre. Je suis d'accord avec toi. Il y a des livres qu'on lit avant tout dans l'optique d'en extraire des questions, et d'autres où le plaisir l'emporte. Et Dieu merci, Dieu merci. Il m'arrive même de lire des livres de gens que je n'ai pas interviewés. Un des inconvénients de cette superbe activité, c'est que la plupart des livres que je lis, je ne les choisis pas. Ça donne de très belles surprises. Ça, c'est génial. Des découvertes. Mais parfois, ça donne aussi des frustrations parce que des amis me disent « Ouais, tu devrais lire tel livre. » Et ils me montrent un livre de 500 pages et j'en ai 10 de la même taille à devoir lire pour un salon. Oui, le plaisir, j'arrive à le conserver sur la plupart des livres. La première question... C'est l'évolution dans ta manière de préparer, avec le temps. Est-ce qu'il y a des... Voilà. Alors, ça me reprend parfois. Le trac ne m'a jamais tout à fait abandonné. Mais quand vraiment il y a des rencontres que j'appréhende, je vais travailler très profondément, je vais tout analyser, je vais non seulement travailler sur le livre, mais
Quoique ça, je le fais quasiment tout le temps. Je vais voir ce qui se passe sur Internet, j'écoute des interviews. Je fais pareil que toi. Sur des podcasts, des choses comme ça. Mais le progrès que j'ai pu faire, c'est que je me fais davantage confiance. C'est-à-dire que, par exemple, avant, je mettais même l'ordre de mes questions. Et maintenant, par fluidité, je me mets juste des thèmes et je me fais davantage confiance pour qu'on ait une conversation. J'ai observé Hélène et son... Tu as fait ça, tu as procédé comme ça. Tu n'as pas fait petit 1, petit 2, petit 3. Tu avais jeté des thèmes et la conversation nous amène vers telle ou telle chose. Voilà, c'est moins scolaire. Excusez-moi de poser cette question, mais votre parcours, du coup, vous êtes journaliste. Qu'est-ce qui vous a amené à justement ce métier de modérateur? Quelle a été l'occasion? Est-ce que c'est une rencontre avec un écrivain, avec la librairie, qui vous a permis après de... Vous ne croyez pas si bien dire, effectivement. Moi, j'étais prof de français et je le suis toujours à une école de journalisme. Avant ce livre, j'en ai écrit 6 ou 7. À la suite de mon tout premier livre, j'ai lié amitié avec un écrivain qui était également journaliste. Enfin, à l'époque, d'ailleurs, il n'était que journaliste et qui faisait cette activité-là. Ça ne lui plaisait pas plus que ça. Christian Autier. Et un jour, il m'a dit, tiens, c'était chez Privat, la librairie Privat. Il me dit, alors, je ne me souviens plus, il y a tellement longtemps, est-ce qu'il ne pouvait pas ce jour-là ou est-ce qu'il n'avait pas envie? J'ai complètement oublié. Je l'ai remplacé, on va dire. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai adoré et j'y suis toujours. Comme il n'y a que des messieurs qui ont pris la parole, c'est vrai. La parité. Je me jette à l'eau. Bon, alors, vous savez que j'ai créé un concours littéraire. C'est vrai. Donnez le nom. C'est le concours Les Arts littéraires, voilà, organisé par l'association Alca 31. Voilà. Vous savez tout. Bon, donc, à ce titre, je lis énormément de livres, puisqu'on en reçoit beaucoup chaque année. Dans 4 catégories, roman, théâtre, nouvelle, poésie. Ça fait une grosse somme à la fin de l'année à lire. Bon, mais c'est passionnant, là je ne reviens pas là-dessus. Simplement, ma question, c'est que j'ai l'impression que nous avons quand même une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, à savoir l'IA. Et moi, personnellement, je redoute de lire un jour des nouvelles, peut-être surtout, mais aussi des romans, c'est déjà le cas. Hein. Voilà, ça, j'avoue que je le redoute et que ça ne m'intéressera plus le jour où peut-être il n'y aura que de ça. Donc je ne sais pas ce qu'il faut faire, comment il faut faire, et attendre, espérer que il restera d'authentiques auteurs qui ne succomberont pas à ces sirènes comme l'IA par exemple. J'espère que nous ne serons pas les derniers des Mohicans, mais moi aussi, c'est effectivement une hantise. L'IA, on peut s'en servir comme un outil, mais certainement pas comme prête-plume pour dire. Avant, on disait nègre entre guillemets, maintenant on dit prête-plume. Donc, il faut surtout pas que l'IA se substitue aux auteurs. J'ai tendance à penser, pourtant, je suis pas réputé pour mon optimisme, mais j'ai tendance à penser qu'il y aura toujours là aussi des lieux où on glorifiera, et on glorifiait peut-être fort, mais enfin, où on se nourrira de vraie littérature. Parce que des librairies comme vraiment sans flagornerie, le moteur numéro 1 des lieux comme Ombre Blanche, c'est l'échange humain. C'est ça, qu'on mette des tableaux au mur, qu'on fasse des rencontres ou qu'on vende des livres. C'est vraiment l'humain qui nous intéresse. Mieux le comprendre, mieux l'accepter. L'IA ne pourra jamais nous donner ce contenu. Nous avons un spécialiste de l'IA, là. Mais vraiment, Daniel Fallet. Bon. Tiens, tu peux prendre le micro. Monsieur Daniel Fallet est journaliste et professeur dans la même école de journalisme que moi. Oui, et j'enseigne l'IA d'ailleurs. Voilà. Alors, deux exemples tout simplement avant de revenir à la question. Vous avez à la fois raison et alors, c'est pas le mot dire tort, mais mon formateur, parce que j'étais formé avec de l'IA, ils avaient fait un test avec Louis Letellier, ça parle à tout le monde, je pense, prix Goncourt 2017, Hervé Letellier, pardon. Le Nouvel Observateur lui avait demandé de faire un challenge entre une nouvelle que Hervé Letellier aurait écrite et l'IA. Mon formateur, donc, s'est plié au jeu, on va dire, et Letellier avait juste produit un texte, on va dire, enfin, moi je l'ai lu, mais c'était un truc vraiment banal, enfin, il n'y avait rien d'extraordinaire. Mais quand Letellier a lu le texte qui a été produit par l'IA, il a fait « Oh la vache !»
En fait, ce qui s'est passé, et surtout mon formateur, le prompt, tout le monde voit ce que c'est qu'un prompt, une requête, c'est pas un prompt du style « écris-moi », du style de Hervé Le Tellier. Non, c'est beaucoup plus précis que ça. Je ne vais pas vous donner de détails. Ils ont fait la même expérience en essayant de terminer le livre de Flaubert, je crois que c'est Bouvard et Pécuchet. Ils ont fait ça au mois de mars, et là, c'était une catastrophe. C'est pareil, je ne vais pas vous donner de détails, mais l'IA était très mauvaise à ce niveau-là. Alors, c'est vrai que vous avez partie raison, parce qu'il y a des livres, et on le voit bien sur Amazon, qui sont écrits en majorité avec de l'IA. Ça, c'est clair. Il s'en sert beaucoup d'auteurs, et c'est très mauvais en général, puisque l'IA a des tics de langage terribles. Par contre, alors ça, c'est un avis plus personnel, dans ce que je vois, ce qui se passe un petit peu. Ça peut aider des gens qui n'ont pas de style, par exemple, ou qui ont envie d'apprendre à écrire, qui ont envie d'écrire un roman. On a envie d'aimer des gens avec leur style. Oui, mais justement, ça peut leur donner des conseils. C'est peut-être pas le mot. Par exemple, j'interviens aussi, tu le sais, en communication. Évidemment, on ne va pas dire aux élèves, demande à l'IA de faire du design, etc. Par contre, ça peut leur apprendre à mieux faire du design. En fait, ça peut servir aussi à de l'apprentissage. Et ça, on l'oublie. Je fais un résumé parce que sur l'IA, on pourrait faire une conférence entière. Ça, c'est clair. Mais globalement, il ne faut pas, à mon avis, en avoir peur. Par contre, c'est vrai que malheureusement, il y a des auteurs qui sont partis là-dedans. Sébastien Bailly, ça vous parle ? Il fait une conférence au mois de janvier dont je vais assister sur justement comment écrire, comment apprendre à écrire avec de l'IA. C'est pas pour écrire un livre, hein, c'est vraiment pour savoir maîtriser en fait l'outil, de façon à apprendre en tout cas un côté, on va dire, apprentissage. Hein. C'est tout ce que je voulais dire. En tout cas, merci. D'avoir donné la parole. Merci Brice. Non, c'est pas vraiment une question, c'est juste une petite remarque. Mon mari et moi, nous disputons souvent en classifiant littérature, cinéma et tout. Et moi, c'est vrai que je mets un peu le cinéma au-dessus de tout. Et juste te faire remarquer que la conférence à laquelle tu as assisté à Montpellier, est-ce que tu penses que s'il n'y avait pas eu le film Hamnet qui a récupéré beaucoup d'Oscars, qui a beaucoup fait parler, n'a pas amené à des gens qui ne connaissaient pas Shakespeare, qui ne s'intéressaient pas à Shakespeare, à s'intéresser, réaliser qu'il y avait un écrivain peut-être qui s'appelait Shakespeare, ou même en le connaissant, ayant envie de le connaître plus, ça a amené beaucoup de monde à cette conférence. Mais je n'en doute pas une seconde, pas plus que je ne doute de l'intérêt du cinéma, de le merveilleux intérêt du cinéma. Je parlais vraiment de sa singularité, la singularité de la littérature et la singularité du cinéma. Et d'ailleurs, si j'avais poussé les choses, le cinéma est capable de faire des choses qu'est incapable de faire la littérature. Exactement. Je disais simplement que si on perd la littérature, et hélas, elle recule, elle perd du terrain, on perdra, à mon sens, une belle part d'humanité, une belle part de la création humaine. Voilà. C'est bien de terminer sur Shakespeare, quand même. Ça en jette. Merci beaucoup. C'est classe. Merci beaucoup. Merci. Merci, Hélène. Vous avez écouté à l'instant Brice Torrecillas, invité à la librairie Ombre Blanche, samedi 6 juin 2026, autour de la parution aux éditions Arcane 17 de son livre Le Modérateur. On lui doit aussi chez ce même éditeur notamment Comme une chanson parue en 2022. Rencontre réalisée et mise en onde par Radio Radio en collaboration avec Radio Radio Plus et Radio Terre.